Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Je vais m'envoler dans les prochains jours pour les États-Unis car j'ai le projet de faire la traversée à pied, sous forme de randonnée, des États-Unis dans le sens sud-nord, c'est-à-dire de la frontière mexicaine vers la frontière canadienne. Alors c'est un sentier de randonnée qui est connu aux États-Unis, ça s'appelle le Continental Divide Trail, CDT ou CDT. C'est quelque chose qui représente un peu moins de 5000 km et j'espère faire ce trajet en un peu moins de 5 mois. Alors je ne serai pas tout seul, il y a environ 300 à 400 personnes par an qui tentent cette traversée. Alors pour donner des nouvelles à ceux qui me connaissent ou ceux qui voudraient me suivre, j'ai prévu de faire une série de vidéos pour expliquer où j'en suis, pour qu'on puisse me suivre à travers mon parcours. Donc dans cette vidéo, cette première vidéo, je vais vous présenter le CDT, voir par quel état américain se passe ce chemin, ce qu'on peut y voir, ce qu'on peut y faire. 3 grands sentiers de randonnée longue distance aux États-Unis forment ce qu'on appelle la triple couronne. Donc ces 3 grands sentiers sont par ordre historique. Celui le plus à l'est, l'Appalachian Trail, donc le AT, qui est le plus couru de tous ces sentiers, puisqu'il y a environ 5000 randonneurs qui tentent de faire ce parcours chaque année. Donc long le 2200 miles, il fait environ 3400 km. Donc c'est pas celui que je veux faire. Le second sentier qui forme cette triple couronne, c'est le PCT, le Pacific Crest Trail. C'est pas non plus celui que je vais faire. Celui-là est parcouru par environ 4500 randonneurs par an et il est long d'environ 4500 km. Donc celui qui m'intéresse, moi, c'est le CDT, celui-là, le Continental Divide Trail, donc qui lui fait 5000 km et qui est parcouru par environ 300 ou 400 randonneurs par an. Alors pourquoi c'est celui qui m'intéresse? Eh bien déjà parce qu'il y a beaucoup moins de monde qui commence ce sentier-là. Moi, quand je randonne, je préfère que ce soit pas l'autoroute à randonneur. Et puis il se situe principalement en altitude. Alors le point le plus bas du CDT, c'est au point de départ, et ici c'est la frontière avec le Mexique, et on est quand même à 1400 mètres d'altitude déjà. Le point plus haut, c'est ici au Colorado, on arrive à 4400 mètres. Alors ce sentier traverse 5 États. Le premier, c'est le Nouveau-Mexique, ici. Donc en traversant cet état, le sentier est principalement plat. Le nord du Nouveau-Mexique est un peu montagneux, mais sinon c'est principalement plat. Le plus grand point, le plus gros problème dans cet état, c'est la sécheresse, c'est de trouver des ressources en eau. Deuxième état qu'on traverse, c'est le Colorado. Ici, donc c'est le plus montagneux, puisqu'on traverse les montagnes rocheuses, le massif des San Juan, et donc en moyenne le sentier est toujours au-dessus des 3000 mètres, et le point le plus haut, donc c'est Grey Peaks, qui est ici, qui est à 4400 mètres. Donc le principal problème qu'on rencontre dans cet état, c'est la neige dans les montagnes si on y arrive trop tôt. Le troisième état qu'on traverse, c'est le Wyoming, ici. Donc Wyoming, c'est là que se trouve le célèbre parc Yellowstone. Et enfin les deux derniers états, donc l'Idaho, où le chemin suit la frontière de l'Idaho, et du Montana, qui est ici. Donc quand on arrive dans le Montana, on atteint le but final, la frontière avec le Canada. Après cette présentation du chemin, du CDT, je vais vous répondre à quelques questions qu'on me pose souvent. Mes amis, mes connaissances me disent « Tiens, voilà, telle ou telle question ». Et donc je vais essayer d'y répondre. Alors,
Il y a une philosophie pour quand on fait ce chemin qui est le continuous footstep. C'est-à-dire que la trace de pas doit être continue depuis la frontière du Mexique jusqu'à la frontière du Canada. Alors, évidemment, ce n'est pas une obligation légale, hein, on ne va pas en prison s'il y a un trou dans le chemin, mais bon, la plupart des randonneurs essaient de respecter cette philosophie. Ce qui fait qu'on ne fait pas d'autostop, hein, enfin, on ne fait pas du stop quand on arrive sur une route, on marche sur la route jusqu'à que le sentier redevienne un sentier ou jusqu'à une ville. En fait, on marche sur la route souvent avant d'arriver dans une ville, et donc là, la philosophie du chemin veut qu'on ne fasse pas de l'autostop pour arriver plus vite en ville. On me demande souvent si je vais marcher seul au cours de cette randonnée. La réponse est non. Je marcherai sûrement pas seul, mais je marcherai pas avec des gens que je connais déjà. En fait, il faut savoir que le timing de départ du CDT est très contraint. Il ne faut pas partir après, on va dire, mi-mai maximum, parce qu'après il fait trop chaud dans le désert du Nouveau-Mexique et il n'y a plus d'eau, on ne trouve plus d'eau, il fait vraiment trop chaud pour marcher. Et on ne peut pas partir trop tôt non plus. Avant avril, c'est vraiment très très tôt, parce que ça fait arriver au Colorado trop tôt, et il y a trop de neige dans les montagnes du Colorado et on ne peut pas passer. Donc en fait, la plupart des gens partent à partir du début avril jusqu'à mi-mai, c'est la limite. Il faut savoir aussi que dans le nord du parcours, on est près du Canada et il ne faut pas arriver trop tard non plus là-bas, parce que les chutes de neige commencent à partir de début septembre, hein, dans Glacier National Park, et donc il ne faut pas arriver après mi-septembre, sinon on passe pas non plus. Donc en fait, les 300-400 randonneurs qui font cette randonnée chaque année, eh bien, partent tous environ entre 1er avril et on va dire le 15 mai. Donc, il y a beaucoup de départs chaque jour. Quand je dis beaucoup, on va dire, allez, il y a une dizaine de personnes qui partent chaque jour. Et donc, on marche avec eux, ou sans eux, mais en tout cas, souvent on se retrouve le soir pour bivouaquer au peu près au même endroit. Les endroits de bivouac ne sont pas multiples, et donc c'est normal qu'on se retrouve au même endroit pour bivouaquer, au moins dans le désert du Nouveau-Mexique. Alors on peut marcher plus vite que ceux qui sont partis avec nous, auquel cas on rattrape ceux qui sont partis les jours précédents, ou au contraire, on se fait rattraper par ceux qui sont partis avant. Donc moi je vais commencer à marcher à partir du 9 avril, et ben donc je serai entouré de gens qui commenceront à peu près en même temps que moi. Donc ça va former ce qu'on appelle ma trail family, ma famille de randonnée, on va dire, qu'on abrège en tramily, trail family, tramily. Donc j'aurai ma tramily à moi, alors qui se formera pas forcément dans les premiers jours, mais dans les premières semaines, on finit par marcher au main brip de ceux qui sont avec nous. Et donc c'est à ce moment-là que il y a des rencontres qui se font et on se retrouve souvent ensemble pour bivouaquer le soir. Même si en cours de journée, on peut marcher seul, bien sûr. Moi, je préfère marcher seul, enfin de temps en temps, marcher seul plutôt que de marcher dans un groupe. Voilà, donc non, je marcherai sans doute pas seul, mais pas avec des gens que je connais déjà. Mon timing à moi, donc moi je pars le 5 avril de France, mais je commence à marcher à partir du 9 avril parce que le chemin est un peu long pour arriver au point de départ. Donc je commence à marcher le 9 avril. Pour des raisons personnelles, il faudrait que je sois rentré en France avant le 1er septembre. Ça me laisse donc un peu moins de 5 mois pour faire ces 5000 km. Alors une simple division, disons que 5000, on s'en sent un peu moins de 150 jours, c'est-à-dire qu'il faut faire un peu plus de 33 km par jour, disons 35 km par jour en moyenne. Alors 35 mètres par jour, c'est largement faisable si le terrain est plat. Commençons à marcher entre 6 et 7 heures du matin et en s'arrêtant entre 18 et 19 heures, voire 20 heures le soir, on a largement le temps de faire ces 35 km. Alors, par contre,
quand c'est montagneux, hein, au Colorado, dans le massif des San Juan. Là, une journée à entre 20 et 30 km, c'est déjà une très bonne journée, il ne faut pas espérer faire beaucoup plus. Ce qui veut dire que moi, je vais essayer de faire des plus longues journées de marche, hein, arriver peut-être entre 40 et 50 km, vers la fin de la randonnée, quand j'aurai passé les montagnes du Colorado. Au début, c'est pas trop la peine, parce que si je marche vite avant le Colorado, ben, j'arriverai trop tôt au Colorado, il y aura trop de neige et je serai obligé d'attendre de toute façon. Autre question qu'on me pose aussi, c'est comment je fais pour me repérer la localisation, pour trouver mon chemin. Alors, il faut savoir que 80% du sentier est balisé, hein, donc il y a des panneaux avec un sigle CDT très reconnaissable qui indique le chemin à prendre. Bon, ça laisse encore 20% du chemin qui n'est pas balisé, et donc dans ce cas-là, il y a le GPS qui est très utile pour savoir par où il faut prendre. Il y a une application sur smartphone que pratiquement tous les randonneurs utilisent qui s'appelle Farout. Goathook, c'est son ancien nom, mais donc Farout, une application de géolocalisation qui indique les chemins, les variantes, parce qu'il y a plusieurs variantes possibles dans le CDT, et surtout cette application permet de laisser des commentaires à destination des autres randonneurs. Si par exemple on arrive à un endroit où il y a de l'eau, on peut dire tiens à tel endroit, tel jour, j'ai trouvé de l'eau facilement, donc ça prévient les randonneurs d'après qu'ils pourront trouver de l'eau, là pareil, tiens là c'est un endroit sympa pour bivouaquer, vous pouvez bivouaquer sans problème, ou alors attention aux ours ou aux serpents si vous passez par ici. Voilà, donc la géolocalisation fonctionne bien, là, donc on risque pas tellement de se perdre sur ce chemin-là. On me demande aussi comment je vais faire pour me nourrir pendant cette randonnée. Alors, moi, il faut savoir que je suis végétarien et que ça ne me gêne pas de manger pratiquement toujours la même chose tous les jours. Alors pour une question de poids, je veux que mon sac à dos soit le moins lourd possible, eh bien je vais manger froid, c'est ce que je fais d'habitude en randonnée, donc je ne prends pas de réchaud, pas de popote, je mange que des choses qui peuvent se manger froides. Et donc mon plat principal, mon plan habituel quand je randonne, eh bien c'est de la semoule. Donc la semoule ça se mange très bien froid, et il suffit de la laisser tremper dans l'eau froide pendant 2 heures maximum, hein. Des fois ça dépend si la semoule est très fine, une demi-heure ça peut suffire, mais en 2 heures c'est sûr que la semoule elle est mangeable, mais elle est froide évidemment. Donc je vais surtout manger de la semoule, c'est calorique, hein, c'est des sucres lents, et pour varier un petit peu, pour donner un peu de goût, j'agrémenterai d'épices, d'huile d'olive. L'huile d'olive ça donne du goût et puis ça donne des calories aussi, c'est très bien pour manger. Donc ça c'est mon repas du soir, ce sera la plupart du temps semoule froide. Voilà. Bon, on peut varier aussi avec des ramen, c'est-à-dire des petites nouilles un peu comme les nouilles chinoises qui se mangent aussi très bien froid en laissant tremper aussi un certain temps dans de l'eau. Alors, je ne m'interdis pas de prendre un réchaud par la suite, mais au moins au début je vais commencer sans réchaud, en mangeant froid. C'est ce que je fais quand je randonne tout seul dans les Alpes ou les Pyrénées, donc je suis habitué, je sais que c'est possible pour moi. Alors, ça ce sera mon repas du soir. Le midi, j'ai l'habitude de ne pas m'arrêter pour manger et je grignote. Je grignote des choses en marchant, des barres de céréales, des cacahuètes, des fruits secs, noisettes, amandes, plein de choses comme ça. Donc je n'éprouve pas le besoin de m'arrêter le midi pour manger. J'ai tendance à manquer d'appétit quand je randonne et souvent je me suis obligé de me forcer à manger. Parce que sinon je manque d'énergie si je mange pas. Hein. Mais bon, manger c'est pas un plaisir pour moi quand je randonne, donc je mange parce qu'il faut, mais ça me dérange pas de manger pas très correctement. Le matin, je ne petit déjeune pas non plus. Hein. En temps normal, je prends
du thé, mais là en randonnée je n'ai pas petit déjeuner, et je mangerai des fruits secs, raisins secs, noisettes, amandes, tout ça, ou des barres de céréales en marchant le matin, pendant que je partirai le matin. Donc ça, c'est pendant que je randonne. Par contre, quand j'arrive en ville, là par contre, je m'offre des vrais repas, et plutôt copieux. Je mange beaucoup quand j'arrive en ville. Voilà, c'est ce que je fais dans les Alpes. Dans les Alpes et les Pyrénées, on croise souvent des refuges, et donc on permet de manger en refuge. Et il se trouve que dans les États-Unis, sur ce chemin-là, il n'y a pas de refuge. C'est un concept qui semble, en tout cas, sur le CDT, tout à fait ignoré des Américains. Donc par contre, quand j'arriverai en ville, je m'offrirai un vrai repas dans un restaurant. Autre question qu'on me pose souvent aussi, quels sont les dangers que représente le CDT? Alors, il y a les dangers inhérents à toute randonnée. Ce qu'on pense facilement, c'est la blessure, évidemment. Alors, quand je dis blessure sérieuse, une chute, ou se cacher quelque chose, ou un arbre qui vous tombe dessus, il s'agit de faire attention, évidemment. Alors je ne parle pas aussi des ampoules. Alors moi j'ai rarement d'ampoules quand je randonne, et puis une ampoule ça se soigne, ça vous arrête pas, en tout cas pas durablement. Deuxième danger inhérent à toute randonnée, c'est le danger de se perdre, le problème de l'orientation. Alors, comme je le disais, le sentier est plutôt bien balisé, et maintenant avec les moyens modernes de géolocalisation, on a une cartographie sur un smartphone vous donne à peu près toujours l'endroit où vous êtes. Par contre, ça veut dire que quand il n'y avait pas de cartographie sur smartphone, quand il n'y avait pas de GPS, là l'orientation devait être beaucoup plus délicate. Mais maintenant, c'est plus tellement un problème. Alors, propre au CDT, le premier danger auquel on est affronté, c'est le manque d'eau, surtout au Nouveau-Mexique. Donc, dans le désert du Nouveau-Mexique, on va dire donc les 4 premières semaines, il n'y a pratiquement pas d'eau, très peu. Et donc, sans aide extérieure pour obtenir de l'eau, il faudrait porter 50 litres avec soi d'eau, c'est donc pas possible. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des volontaires, qu'on appelle les trail angels, les anges du chemin, les anges du trail, qui déposent de l'eau à destination des hikers qui font le CDT, des randonneurs qui font ce chemin-là, à des endroits très précis. Et donc, à un endroit précis, on sait qu'il y a ce qu'on appelle une water cache, une cache à eau, dans laquelle il y a de l'eau à destination des randonneurs. Donc ça aide à passer les endroits difficiles où il n'y a pas d'eau. On peut faire 100 km sans trouver d'eau. C'est notamment le cas la première semaine de randonnée, il n'y a absolument pas d'eau. On ne croise aucune source, aucune rivière, aucun fleuve, ni aucun ruisseau. Donc là, sans ces caches à eau, on ne pourrait pas randonner. Alors ces trail angels ont aussi un autre avantage, c'est qu'ils peuvent vous attendre sur le chemin. Ils attendent les randonneurs sur le chemin pour proposer des fruits frais, des boissons fraîches, de la nourriture. Ça gracieusement, c'est un système très sympa sur ce chemin-là, mais surtout les chemins de grande randonnée aux États-Unis. Les trail angels sont très présents. Alors évidemment, c'est très aléatoire. Ils peuvent être là un jour donné, et si vous ne passez pas le bon jour, vous les ratez. Ça arrive. Alors, une fois le désert du Nouveau-Mexique passé, on arrive au Colorado, et là, le danger, c'est la neige. Si on arrive trop tôt, il ne faut pas arriver avant début juin au Colorado, sinon il y a les montagnes du Colorado, le massif des San Juan, qui est très enneigé, et donc là on passe pas. Soit parce qu'il y a des dangers d'avalanche, c'est assez délicat, soit parce que c'est trop dur de marcher dans la neige, on s'enfonce jusqu'à la taille dans la neige, et donc ça va pas. Donc il ne faut pas arriver trop tôt dans les montagnes du Colorado, donc c'est le deuxième danger, c'est la neige.
Alors autant dans les premiers jours, nos premières semaines dans le Nouveau-Mexique, on peut faire facilement 30 à 40 km par jour, voire plus, surtout vers la fin quand on commence à bien être entraîné. Autant dans les montagnes du Colorado, quand on fait une journée à 30 km, c'est vraiment une excellente journée. Alors tout ce que je vous dis, je l'ai lu, je l'ai vu sur des blogs ou des vidéos de gens qui ont déjà fait ça. Donc je me suis très largement documenté avant de faire ça. Ensuite, quand on passe le Colorado, on arrive au Wyoming, dans l'Idaho et le Montana, et là le principal danger, eh bien, ce sont les feux de forêt. Il y a beaucoup de feux de forêt aux États-Unis. Alors, on risque pas de finir brûlé dans un incendie, hein, ça c'est pas possible, mais le chemin est coupé. Les rangers là-bas ont coupé le chemin et donc il faut faire un détour, parfois long, et puis souvent sur des routes. Au lieu de prendre le chemin, on prend une route, donc c'est moins agréable et ça fait faire des kilomètres supplémentaires. Donc les feux de forêt, c'est quasi inévitable, hein, après quand on arrive dans le Wyoming, il y en a chaque année. La question c'est où va-t-on tomber sur un chemin coupé à cause des feux de forêt. Ensuite, les autres dangers, c'est lié à la faune qu'on peut rencontrer. En premier lieu, il y a les serpents. Les serpents, on les retrouve surtout dans le désert du Nouveau-Mexique, hein, le crotal diamantin, hein, le rattlesnake en anglais. Bon, mais là normalement c'est quasiment inoffensif, à moins de lui marcher dessus, et s'il est surpris parce que vous l'avez pas vu non plus, là ça peut être dangereux. Sinon on peut passer à 1 mètre de lui, 2 mètres de lui, il va pas vous attaquer gratuitement. Donc c'est un danger assez minime. J'espère bien voir des crotales, moi, au cours de mon chemin. Ensuite, quand on arrive au Colorado, enfin surtout à la fin du Colorado, vers le Wyoming, là on tombe sur les ours. Alors des ours, il y en a tout le temps sur le chemin, hein. Sauf que avant le Wyoming, c'est plutôt des ours bruns. Et les ours bruns sont très très craintifs. Ils vous attaquent pas. C'est végétarien, un ours brun ou vraiment, quand ils tombent sur une carcasse d'un animal mort, ils peuvent manger de la viande, mais sinon, c'est pas un prédateur pour l'homme. Donc l'ours brun, j'espère bien voir aussi, mais c'est pas facile, hein. Pratiquement personne n'en voit un ou deux au cours du chemin. Et donc les ours bruns au Nouveau-Mexique, au Colorado, c'est pas du tout un danger. Par contre, quand on arrive au Wyoming, là on tombe sur les grizzlies. Et là, le grizzly, c'est beaucoup plus impressionnant comme bestiole, hein. C'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus grand, beaucoup plus gros. Et ça peut être agressif, parce que c'est carnivore, le grizzly. Alors, c'est attiré avant tout par la nourriture. Et donc, quand on est au Wyoming, eh bien, il faut ne pas attirer les grizzlies en ayant des odeurs de nourriture. C'est-à-dire que le soir, on ne mange pas sur son endroit de bivouac, hein. Il faut manger 1 heure avant de s'arrêter, se laver les dents après pour dégager aucune odeur quand on va s'arrêter, planter la tente et bivouaquer. Et quand on arrive au bivouac, il ne faut pas mettre la nourriture qu'on a dans son sac à dos avec soi dans la tente, parce que ça va attirer les grizzlies, et donc on la suspend dans les arbres à une centaine de mètres du campement, hein. Donc dans un sac, on lance une corde au-dessus d'une branche d'un arbre, on tire sur la corde et la nourriture remonte, voilà. Et si possible, de faire en sorte que le vent ne porte pas l'odeur de la nourriture jusqu'au campement, pour pas que les grizzlies viennent vous voir et sentent votre odeur. Donc, moyennant ces petites précautions-là, bon, les grizzlies, c'est sans difficulté. La plupart du temps, quand ils vous voient, ils s'enfuient, hein. Il y a très rarement de grizzlies agressifs. Il n'y a pratiquement jamais d'attaque de grizzlies sur le CDT. Même s'il y a eu un mort l'année dernière, quand même, la personne avait mal respecté les consignes concernant la nourriture et le grizzly est entré dans sa tente et là sévèrement blessé et il est décédé. Mais bon, normalement, en respectant les consignes, les grizzlies, c'est pas un problème. Alors, il y a aussi un autre animal qui peut être dangereux, c'est le wapiti. C'est des grosses bêtes et ils peuvent être assez agressifs car territoriaux.
Et donc, faut faire attention aussi au wapiti, mais bon, normalement, si le wapiti s'enfuit, s'il vous voit. On n'est pas agressif et si on ne le surprend pas, normalement, il n'y a pas de danger. Et le danger le plus important concernant les animaux, mais ça c'est propre à pratiquement toutes les randonnées, eh bien ce sont les tiques. Les tiques, donc une petite bestiole, il y en a partout, hein, donc c'est très embêtant les tiques, et ça transmet la maladie de Lyme, je ne sais pas trop comment ça se prononce, et donc ça c'est une maladie qui peut être très embêtante, et donc il faut vraiment se prémunir des tiques et éviter qui vous piquent et vous transmettent cette maladie. Alors pour ma part, moi je randonne en t-shirt en manches longues, alors surtout pour le soleil, hein. Je ne supporte pas le soleil, je ne mets pas de crème solaire, donc je me protège à fond du soleil, j'ai un chapeau sur la tête, toujours pas une raison, et j'ai un pantalon de randonnée, je ne randonne pas en short non plus. Donc normalement ça limite quand même les morsures des tiques. Enfin il faut toujours faire attention et bien s'inspecter le soir quand on est au bivouac. C'est la fin de cette vidéo un peu longue. Eh bien, la vidéo suivante sera consacrée au matériel que je vais prendre sur le CDT. Au revoir.